Alors moi, ma vocation d'archéologue, je sais plus trop quand est-ce qu'elle est née. Par contre, je sais quand c'est devenu une évidence. C'était au moment de mon premier chantier de fouilles bénévole. Je m'étais inscrite pour faire la fouille d'une villa gallo-romaine en Normandie. Et puis, tout était parfait. C'était l'été. Le site était superbe, les vestiges très intéressants, l'équipe sympa. Et puis finalement, j'ai eu très vite des courbatures, des ampoules aux mains, des coups de soleil. Mais pour moi, c'était sûr, c'était ça. Je voulais devenir archéologue de terrain. Et donc, en parallèle de mon parcours universitaire, qui est classique, j'ai fait histoire de l'art et archéologie, après jusqu'au master 2, j'ai multiplié plein d'expériences de chantier bénévole. Et puis, très vite après, à la sortie de mes études, j'ai eu la chance d'avoir mes premiers contrats. Donc, j'ai fait plusieurs collectivités territoriales, et puis après l'INRAP, et pour revenir ensuite ici au département du Val d'Oise. Et là, tous les chantiers sur lesquels j'ai pu participer en tant qu'au début archéologue, on va dire débutante, puis de plus en plus aguerrie, ça m'a vraiment confortée dans ma vocation. Parce que finalement, dans ce métier, tout me plaît. Il y a le travail en extérieur, par tous les temps. Bon, même si les jours de pluie, c'est vraiment moins bien que les jours où il pleut pas. Et il y a aussi le travail d'enquête finalement qu'on mène à chaque fois, l'espèce d'obsession qu'on a à toujours vouloir comprendre les vestiges qu'on met au jour, notre persévérance aussi à pas quitter un site ou à mal le quitter si on pense ne pas avoir tout vu, avoir loupé des choses. Et puis ce qui me plaît aussi vraiment, c'est le travail avec toutes les équipes de terrain qui changent souvent selon le contexte dans lequel on fouille. Et l'échange en fait qu'on a tous ensemble de nos savoir-faire, de nos compétences, tout l'esprit de groupe qui se crée quand on est 3 mois dans la boue, il y a forcément une cohésion humaine qui s'installe. Et il y a beaucoup aussi de moments conviviaux, des barbecues, des anniversaires fêtés. Et tout ça, finalement, ça fait qu'on arrive tous ensemble à mener à bien un chantier. En fait, un responsable d'opération, il peut pas y arriver tout seul. Et donc maintenant, ça fait presque 20 ans que je fouille entre mon bénévolat et mes contrats, et j'ai toujours autant de plaisir à être sur le terrain. Ça me manque même parfois si je reste trop longtemps dans les bureaux. Et on peut me redire tous les noms des sites. Je me souviens tout de suite à chaque fois de plein de souvenirs qui reviennent en tête. Et les belles découvertes, les plus durs, les plus beaux, toutes les émotions qu'on a quand on découvre tel ou tel objet, tel ou tel vestige. Et c'est vraiment une expérience. En fait, un chantier de fouille, c'est à la fois une expérience humaine, physique, professionnelle. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans le métier d'archéologue. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu devenir archéologue. Quand j'étais petite déjà, je collectionnais toutes les pierres, ça me fascinait. C'était plutôt le côté géologique qui m'intéressait. Je les collectionnais, je les mettais dans des petites boîtes. C'est que bien plus tard finalement que je me suis rendu compte que ces pierres, elles avaient aussi pu être des outils utilisés par les hommes préhistoriques. Cet attrait pour la pierre m'a jamais vraiment quittée puisque je suis devenue lithicienne, spécialiste des industries lithiques. À la fin du lycée, juste avant d'entrer à l'université, j'ai été sur mon premier chantier archéologique. C'était le dolmen de la Pierre Frite, en pleine Beauce, en Eure-et-Loire. Et là, ça a été une révélation, parce que c'était la première fois que j'allais sur un chantier, sur une fouille. J'ai découvert que vraiment le terrain, c'était ce qui me plaisait, j'adorais ça. Et surtout, j'ai rencontré plein de spécialistes qui m'ont fait découvrir la préhistoire. Et là, cette période m'a complètement fascinée. Donc, dès que je suis rentrée à l'université, à Nanterre, j'ai commencé à accumuler le maximum d'options que je pouvais prendre sur la préhistoire, jusqu'à mon premier cours sur la technologie lithique, donc l'apprentissage de la lecture de ce qu'est une pièce en pierre taillée. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un déchet de production? À quoi ça a servi? Comment ça a été produit? Qu'est-ce que les hommes et les femmes de la préhistoire ont pu faire avec? Comment ils vivaient? D'un seul coup, tout un
pan de connaissances s'est ouvert sur la possibilité de comprendre comment les populations préhistoriques ont vécu, quels étaient leurs territoires, comment les capacités cognitives, l'habileté des artisans tailleurs de cette époque, les innovations, les changements techniques. Toutes ces questions, elles étaient permises par la simple observation de l'outil en pierre produit par l'homme il y a 200 000 ans. Et ça, vraiment, ça m'a fascinée. Donc, à partir de là, je me suis consacrée aux industries lithiques. Donc, j'ai commencé d'abord par un master sur des industries néandertaliennes de France septentrionale. Puis ensuite, j'ai enchaîné par un doctorat sur des outils produits par des populations chasseurs-cueilleurs au Brésil. À la suite de ça, de retour en France, j'ai commencé à travailler en archéologie préventive. Donc, c'est tout ce qui est l'archéologie, les opérations archéologiques qui s'occupent de l'aménagement, qui interviennent avant l'aménagement du territoire. Et depuis, je travaille sur tout ce qui est les spécificités culturelles néandertales dans le Val d'Oise, dans le département. C'est toujours difficile de dire d'où vient une vocation, mais j'imagine, comme beaucoup d'archéologues, cela vient probablement de mes parents. Tous les étés, en vacances, on visitait beaucoup de musées, beaucoup de monuments historiques, et je pense que ça m'a probablement influencé. Il y a aussi probablement un peu la fréquentation de la bibliothèque municipale, où je prenais très souvent des beaux livres dorés, des livres d'art, des livres de Time Magazine en particulier, qui m'ont beaucoup marqué. Et tout ça fait qu'aux environs de mes 16 ans, il s'est posé la question de mon orientation professionnelle. Et j'ai écrit une longue lettre de motivation, je me souviens, à Guy Leclerc, qui était archéologue à la Société historique et archéologique de l'Orne, et qui m'a dit que je pouvais venir avec lui un jour. Donc, un matin de printemps, je suis monté dans sa vieille voiture, on est parti vers la ville de Sées, qui est une ville qui a été une capitale de peuple romain. On arrivait dans un champ où il y avait un gros caillou qui avait été soulevé par un agriculteur en passant la charrue. On est descendu dans ce trou et je me suis retrouvé à marcher un peu courbé dans un aqueduc gallo-romain. Donc c'était assez fascinant, c'était la première fois que je me suis aperçu qu'il y avait sous nos pieds des vestiges réels du passé et qu'on pouvait les explorer, qu'on pouvait les toucher. Et ça m'a incité ensuite à faire des études. Alors au départ, j'étais pas très fixé, plus des études d'histoire, des études dans le monde de l'art, peut-être commissaire-priseur, qu'on commençait à Tours et puis après à Lille. Et de fil en aiguille, en particulier avec des chantiers bénévoles, à Jublin en Mayenne ou à Javol en Lozère, j'ai approché l'Antiquité et je suis sorti en 2002 étudiant diplômé de sciences de l'Antiquité. Et le début des années 2000, c'était une période assez particulière pour l'archéologie puisque l'INRAP, l'Institut national d'archéologie, venait de se créer et donc il y avait un appel d'air pour beaucoup de techniciens, pour beaucoup de jeunes archéologues pour aller se former. Et j'ai donc commencé à travailler à l'INRAP sur des grands projets d'aménagement, comme en particulier l'autoroute A28. Et j'ai fait petit à petit des missions aussi en Île-de-France, en particulier à Gonesse, sur la Patte d'Oie, suite au crash du Concorde. Une très belle agglomération gallo-romaine. Et les travaux d'études se faisaient au SDAVO. Ça a été ma première approche du service, où j'ai été embauché en 2006. En 2006, c'était une époque aussi un peu particulière pour le service archéologique, parce qu'il était en pleine restructuration. Depuis 2005, le département du Val d'Oise avait décidé de prendre la compétence d'archéologie. Donc on a commencé avec un petit groupe de 3 archéologues à monter une cellule, un pôle d'archéologie préventive, qui est monté doucement en puissance dans les 20 premières années des années 2000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans ce pôle archéologique plus de 100 opérations archéologiques qui ont été menées et qu'on a sondé à peu près 8 km² du territoire du département, ce qui représente à peu près la taille de la ville de Sarcelles. Donc c'est peu de choses, c'est moins d'1% de la surface du département, mais c'est quand même déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de choses qui ont été sorties de la terre, qui ont été amenées au public. Et évidemment, on me pose souvent la question, quelle est la chose qui vous a le plus impressionné? Quel est le chantier qui vous a le plus intéressé? C'est toujours très difficile de répondre à ça, mais évidemment, je vais choisir un exemple chez les Romains, puisque c'est ma spécialité. Et je citerai parmi les plus belles découvertes que j'ai pu faire personnellement en 2011 à Arty, sur des travaux de déviation d'une route, de création d'un rond-point, la découverte assez inespérée d'une villa vraiment bien conservée, avec en particulier des thermes qui étaient très belles, qui étaient
presque dans leur état d'origine, et puis aussi un four à chaude, un modèle un petit peu particulier qui a permis de faire de la recherche, qui a permis d'avancer un petit peu plus, puis qui a permis aussi d'apporter toute sa connaissance aux gens, et en particulier aux habitants du Vexin. Ma vocation, ça a commencé par un voyage en Corse avec mes parents quand j'avais une dizaine d'années. J'ai visité les statues menhirs de Filitosa. Ça a été un premier choc esthétique aussi pour moi. Et ensuite, un voyage de ma marraine au Mexique, qui est revenu avec des clichés fantastiques d'architecture, de pyramides. Voilà, donc je me suis intéressée assez rapidement après à l'archéologie précolombienne, jusqu'à temps que je m'aperçoive qu'en fait, je pouvais suivre des cours à l'université donc d'archéologie précolombienne, ce que j'ai fait. Mais en fait, assez rapidement, j'ai eu l'occasion de faire des fouilles en tant que bénévole sur 2 sites majeurs, Étiole en Essonne et Kovačevo en Bulgarie. 2 fouilles majeures dans mon parcours qui ont vraiment forgé ma vocation et qui m'ont donné envie en fait de travailler sur la préhistoire et plus précisément sur les outils en silex. Voilà, ensuite j'ai fait une thèse et assez rapidement derrière, j'ai été responsable d'opération en archéologie préventive pendant 7 ans et je suis devenue adjointe au chef de service au service départemental d'archéologie du Val d'Oise, puis chef de service. Et voilà, en fait à peu près le parcours que j'ai eu. Et une réflexion, je dirais que ce métier, en fait, il est connu par beaucoup de fiction, mais aussi mal connu. Et souvent, on est confronté à des questions qui nous désarçonnent un petit peu, ou des remarques du style que ah bon, il y a de l'archéologie dans le Val d'Oise, est-ce que vous allez rien trouver ici? Et on est toujours un petit peu perturbé par ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de l'archéologie partout. Le territoire, c'est très important pour le territoire, cette archéologie, parce que ça a forgé en fait son identité. Et c'est très important aussi pour les gens qui viennent ici. Il y a beaucoup de gens en Île-de-France qui viennent pour des raisons professionnelles, et c'est important pour eux qu'il y ait une identité du territoire.